Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce live stream diffusé sur la page de l'université et sur les pages Facebook. C'est pour moi un grand plaisir d'ouvrir aujourd'hui cet événement intitulé Queering Integration in Higher Education. Et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Cette conférence sur des thématiques croisées est coordonnée par le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l'Université de Genève et la délégation intégration, est organisée également en collaboration avec l'Institut des hautes études internationales et du développement. J'en profite pour remercier l'ensemble des personnes ayant œuvré à leur réalisation, notamment Valéria Marino et Aïcha Marlène Sané. Par cette soirée, nous entendons contribuer à mieux identifier les obstacles à l'accès à l'éducation supérieure des personnes migrantes et ou réfugiées en fonction de leur sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité et ou de l'expression de genre. Par la proposition de ce sujet émergent et en construction, cette conférence est une invitation à penser une intégration plus inclusive et le rôle que les universités peuvent y jouer, notamment par la proposition de concepts comme Queering Integration, un terme qui nous invite du reste à remettre en question le concept même d'intégration. Comme le dit le sous-titre, cette rencontre virtuelle est l'occasion d'interroger les statuts des réfugiés, réfugiées et des migrants et migrantes LGBTIQ+, et leur accès à l'enseignement universitaire. En effet, la responsabilité des hautes écoles est engagée quand il s'agit de garantir des espaces sécurisés pour les personnes LGBTIQ+, et ainsi éviter les risques d'abandon et d'isolement. Je vous informe que cette conférence se déroulera en français et en anglais, en fonction des différents intervenants. To set the framework for this discussion, we will have the chance to listen a keynote from 3 students who participate in 2019 in the Aladdin project, sponsored by UNESCO on intercultural leadership. 2 of them are former students or students from the Graduate Institute. The discussion will be followed by a roundtable that will explain the issue from different contexts, both within European universities and from refugee camp programs. Au sein de l'Université de Genève, différents programmes développent progressivement une approche intersectionnelle de la diversité et ainsi intègrent l'idée que les individus se trouvent à l'interstice de différentes appartenances et que celles-ci peuvent renforcer leur difficulté à disposer des mêmes opportunités. Depuis plusieurs années, c'est ce que nous observons dans le programme Horizon académique, qui vise à faciliter l'intégration académique, professionnelle et sociale des personnes issues de la migration. Dans ce programme, qui est mené en partenariat avec le Bureau de l'intégration des étrangers du canton de Genève, nous remarquons l'impact des différents facteurs de discrimination sur les parcours d'intégration. Nous observons que les personnes migrantes peuvent faire face à des discriminations multiples, entrecroisées, complexes, comme le sont le genre, l'orientation sexuelle ou le handicap. Dans notre suivi, nous portons une attention particulière à ces situations et nous souhaitons affirmer notre volonté que le programme soit un lieu d'étude sécurisé et accueillant. Il s'agit de prendre en compte chaque personne dans sa diversité. Cette rencontre est dès lors l'occasion de rappeler les valeurs centrales de notre institution, soit l'inclusion de toutes et tous. Il s'agit également de continuer à rendre visible la présence des personnes LGBTIQ+, relevant du domaine de l'asile et de la migration. Ce travail a commencé en 2016 avec le projet Asile LGBT, qui a été suivi par la publication en 2017 d'un guide bienvenu par l'Hospice général. Depuis, l'association Asile LGBT continue ce travail pour comprendre et combattre les mécanismes d'invisibilisation et de marginalisation des personnes réfugiées LGBTIQ+. Nous aurons par la suite l'occasion d'entendre Natalia Couaré, coordinatrice en charge du groupe des pairs et du travail de sensibilisation avec la Cité. Je me réjouis également du fait que plusieurs participants ou anciens participants du programme Horizon académique font partie du comité de cette association. L'homosexualité, la bisexualité, la transidentité restent ainsi des questions encore largement méconnues, voire stigmatisées dans notre société, puisque l'absence de réflexion
est le pire ennemi de la perception que nous pouvons avoir des uns, des unes et des autres, je souhaite que cette soirée permette de rendre les hautes écoles plus conscientes et inclusives. Je vous remercie. Pour continuer, j'invite Brigitte Montieri à me rejoindre, directrice du service égalité et diversité de l'Université de Genève. C'est grâce à elle et à son équipe que l'on doit l'ouverture et l'engagement de l'université pour la thématique LGBTIQ+, depuis de nombreuses années, notamment en associant l'Université de Genève au 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, jour en 1990 où l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Je vais juste nettoyer le pupitre et je te passe la parole. So thank you, hello, and thank you, Mathieu Cretnan, for those nice words concerning my somehow pioneer work in this institution. I'm very happy to share some thoughts with you this evening, and even more happy to give in this surrounding my last speech as director of the Equal and Diversity Office of the University of Geneva, and I'm waiting with great interest for the next speakers. Each person has her own way to do her job, and it has to do with her life and experiences, of course, and so was it for me. When I began this job 12 years ago, I arrived with a great experience as a journalist, an editor-in-chief, a specialist in political communication, and a feminist with a big international background, speaking 5 languages. Those facts put all together made that I considered and continue to consider as most important to hear stories, to open my door, to gather facts, to ask for statistics, and to analyze this collected material. All this allowed me to launch big avant-gardist campaigns on stereotype and on harassments, for instance. I was also good at getting funds for my office, and writing precise reports for Bern has always been a pleasure. Maybe I am some sort of a masochistic. And for all these actions, I always used my own experience, coming out of a family with multicultural roots. I studied in Hamburg, in Germany, in a very international city, open to the world, and shared part of my life with Latin American political refugees, and of course, having dear friends all over the world, naturally. I can add to these experiences my work since years with 2 dear associations, Carrefour Rue for homeless and the APDH, Association for Human Rights, working with refugees, both in Geneva. This is not so interesting as such, but it gave me a certain approach, a certain openness, and it certainly comforts my sense of justice and my somehow detector for injustice in any field. I also traveled a lot. As a reminder, some 30 or 40 years ago, the Swiss passport was really opening all doors, and you could easily forget that it was not the same for other nationalities, for instance. And my experience as a Swiss student in Germany who had to renew her resident permit every year made me definitely aware of those national differences. In Hamburg, I was queuing with my S for Swiss together with the T of Turkey, and I could see the differences of treatment and talked a lot with my Turkish queue companions. So all these put together that even if my job at the beginning was strictly to help women in their academic career, and in fact professors, I quickly opened the office to other thematic, feeling that if I wanted to change something, I had to open the whole institution and not only try to better the situation of some happy few. Together with my team, I concentrated then my energy in the first years really on gender equality, and so doing launched my 3rd campaign on stereotypes and sexism in 2013. It was then a no subject. And when you treat such a problematic concerning men and women
you of course quickly notice that stereotypes are part of a system concerning, of course, women, half of the population of the world, but also people of color, people of the LGBTIQ+ community, people with disabilities, and if we stay in the academic world, also people with no academic background, with less privileged social background. And so since 2014, I began with my precious team to organize, as Mathieu Cretnan told, each year an event in Unimail with association with the Agenda 21 and other partners on the 17th of May, the International Day Against Homophobia, just after the 8th of March, the International Day for the Rights of Women. 3 years later, on our proposal, the presidency of the university signed the Diversity Charter, which allowed again lots of demands to be done and answered to. For me, it was an evidence to relate those struggles for more justice and last but not least, for more tolerance. And the questions on queering integration you are dealing with this evening are a logical follow-up, going more in details, being more specific, but without forgetting the bigger goal, which is, as I said, tolerance at any cost. The Uni campaign against harassment launched in 2017, but thought at least 2 years before, integrated homophobic attitudes within the more classical gender sexism and still profound misogyny. So we open doors to these thematic, but there is still a lot to do. And of course, such entities like Horizon Académique, InZone, Scholar at Risk, and the Maurice Chalumeau Center, but also entities outside the institution are necessary and need to work together. And to have such a conference like this evening is of course important because it puts the accent on a specific thematic which is part of a bigger problem we have to deal with. The University of Geneva, like most universities in Europe, is a traditional white male institution with what can be called a masculine mixity, which means that at a certain moment it let different people enter the system, women for instance, but without really changing the way of thinking, of talking, of acting, and of doing science. So dears, I modestly open some construction yards, but you have now to pursue the job, not letting anyone aside, doing the job together, equality and diversity hand in hand. And I will finish my speech with a quote of my beloved poet and activist, Audre Lorde. I cannot afford the luxury of fighting one form of oppression only. I cannot afford to believe that freedom from intolerance is the right of only one particular group. Thank you, and I wish you a good conference. Merci beaucoup, Brigitte Montieri, pour ce discours inspirant. J'invite maintenant Yves de Mattéis à nous rejoindre. Yves de Mattéis travaille aujourd'hui au Bureau de l'intégration des étrangers du canton de Genève. Il est également député, vice-président de la Commission des droits de la personne et du Grand Conseil, le Parlement genevois. Il a été et est encore très actif dans le cadre de plusieurs associations de défense des droits des personnes LGBTIQ+, de personnes en situation de handicap, sur la lutte contre le racisme et, plus récemment, contre le sexisme. Il a déposé ou co-signé plusieurs objets parlementaires sur ces différents thèmes. Merci. J'aimerais commencer en remerciant chaleureusement l'université et en particulier Mathieu Cretnan, ainsi que le centre Maurice Chalumeau, et en particulier Ferdinando Miranda, d'avoir organisé cet événement cette fin d'après-midi qui permet de lancer un débat en fait très important, mais assez méconnu sur ces différents thèmes. Tout d'abord, en tant que membre du Bureau de l'intégration des étrangers, j'aimerais souligner que nous avons, dès le début, perçu qu'il était essentiel de répondre aux besoins particuliers des personnes LGBTIQ+, migrantes et en particulier relevant du domaine de l'asile. Pour cette raison, nous avons été la première entité à soutenir financièrement
le projet Asile LGBT dès son stade exploratoire. Les personnes LGBTIQ+, qui arrivent dans le canton de Genève à la suite d'une demande d'asile, sont souvent dans des situations extrêmement difficiles et complexes. Elles courent le risque de ne pas être acceptées, ni des membres de leur communauté nationale ou religieuse d'origine, ni du reste de la population, notamment LGBT, du canton de Genève, du fait de certains préjugés ou stéréotypes. Nous sommes donc particulièrement redevables à l'association Asile LGBT, qui fait un travail remarquable, notamment en offrant un espace de dialogue et d'échange sécurisé qui permet de répondre à de nombreux besoins. Et ces besoins incluront peut-être de plus en plus la question de l'éducation et de la formation professionnelle dont il sera question plus tard ce soir. But here I would like to change both hat and language and speak as a member of the Grand Conseil, the Geneva Parliament, to say that we should go further. We should also offer the people concerned really safe and appropriate living and housing conditions. Within the LGBTIQ+ asylum seekers, certain specific needs should furthermore be fulfilled and addressed, in particular concerning aspects related to trans identity, religious affiliation, or other characteristics which should be investigated. As Vice Chairman of the Human Rights Commission of this Parliament, the Geneva Parliament, I would like to point out that we are presently discussing a bill which aims, and I quote, to promote in particular equality between persons and the fight against violence and discrimination based on sex, emotional and sexual orientation, gender identity and expression, or intersexuation. This in the whole territory of the Canton of Geneva. This bill was put forward by Mrs. Nathalie Fontanet, a Councillor of State and therefore member of the government, who has been particularly instrumental and proactive in the matter. She has also long proved her commitment to the theme of the prevention of discrimination, as she used to be Vice President of the LICRA Genève. This bill was proposed by the Office for the Promotion of Equality and Prevention of Violence, BPEV, on the basis of a text drafted by the Law Clinic on the Rights of Vulnerable People of the University of Geneva. And I take this opportunity to highlight and praise the exemplary work that its members have done on this text, and thank them warmly for their contribution. This evening, since I'm going to be the next chair of the Human Rights Commission of the Geneva Parliament from next June and on for 1 year, I would like to express one commitment. I will try to make sure that this bill really takes into account the needs of LGBTIQ+ migrants and asylum seekers, including dispositions concerning education and training, also in the field of higher education. Au-delà, et peut-être également en tant que militant des droits humains, je voudrais souligner que la discussion de ce soir montre à quel point l'État devrait accorder une attention encore plus importante à la question de l'intersectionnalité. La thématique abordée ce soir en montre déjà 2 ou 3 facettes, mais la question du sexe, de la situation de handicap, de l'âge, du statut sérologique et de beaucoup d'autres motifs de discrimination et de non-inclusion devrait également être abordée non seulement séparément, mais également ensemble pour pouvoir faire face de manière plus adéquate aux nouveaux motifs de discrimination ou de non-inclusion qui en sont le résultat direct ou indirect. Merci donc à l'Université de Genève de lancer ce débat qui, au-delà de ces questions, pourrait également nous amener à poser un regard critique sur le concept même d'intégration, même si ce dernier fonde aujourd'hui le cadre juridique et même constitutionnel dans lequel nous évoluons. Je me réjouis d'assister au débat de ce soir, sans nul doute passionnant, même si je devrais vous quitter en cours de ces débats pour aller rejoindre le Parlement qui, justement, siège ce soir, et j'ai dû m'absenter pour venir faire ce discours ces quelques minutes. Encore merci et excellente soirée. Merci beaucoup, Yves, pour ce discours bilingue et faisant référence à tes différents rôles. As I said before, to set the framework for this discussion, we now warmly welcome for the keynote on queering integration the 3 international students who participate in the Aladdin project in 2019. They are Gabriela Sawaya, student at l'École de Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Paras Arora, PhD student at the University of Stanford.
and former student from the Graduate Institute, and Jehangir Khan, who is with us tonight in Unidufour, master's student at the Graduate Institute, Geneva. Please, Paras, the floor is yours. Thank you so much, everybody. It's truly an honor to be part of this panel with my fellow co-researchers. But before I go on to introduce ourselves and our project, I want to quickly thank Matthew, Valeria, and everybody else at the Maurice Chalumeau Center for Sexual Sciences and Horizon Academic. I believe that today's conversation is going to be slightly difficult because we will be moving across many ideas of what it means to be queer and what it means to be successfully integrated into a society. But nonetheless, it's a conversation that we must have because it can help us to really question the distance that exists between the categories of the insider and the outsider and the migrant / refugee and the citizen in the context of European higher education. My name is Padas Arora, and I am a PhD scholar at Stanford University. Before moving to Stanford, I was at the Graduate Institute Geneva, so I'm not new to the Geneva context at all. Today, in collaboration with Jehangir Khan from the Graduate Institute and Gabriela Savaya from EHESS Paris, we are going to talk to you about a project that we conducted in 2019 titled Queering Integration, Listening to Queer Muslim Migrants' Voices. Now, it is a project that indeed has inspired the title of today's roundtable, but we must say this out loud that we are neither policy experts nor frontline workers. We are simply a group of young researchers who wanted to relook at the theory of a successful integration from the perspective of queer Muslim migrants. Now, before I move on to the argument and the overview of what is it that we are going to talk to you about, I want to give a quick point of discussion about the origins of the project. So the project came out as a result of a summer conference organized by UNESCO, the European Commission, and Project Aladdin, which is an NGO that works to bring together communities of Islam, Judaism, and Christianity in Europe. And the International Summer University is where Gabriela, Jehangir, and I met, along with another research partner of ours, Luke Murphy, who is not presenting with us today. And the program is interesting because in the first week, researchers from across the world come together and they learn on the theme of the conference from leading experts. And in the second week, they move on to, work on a research proposal for a project that they would like to pursue after they are done with the conference. So we as a group decided to really look at the experiences of queer Muslim migrants with the idea of successful integration. The theme of our conference was integration of Muslims in the West, challenges and solutions. So integration was a concept that was around us and we really wanted to relook at it through queer eyes, as it were. Now that was for three reasons. First of all, we really wanted to talk about how the sexuality and gender identity of migrants and refugees enables or disables certain kinds of migratory experiences and trajectories. If you have gender dysphoria and variance in one part of the world, that could become the reason for you to become a refugee or a migrant, right? So we really wanted to look at how perhaps gender and sexual identity, sexuality complicate migration. Second of all, we wanted to demystify the idea of home. Since many migrants continue to have quite loving, affective, and cordial relationship with their homes, with their families, with their kinships, with their diaspora, but queer Muslim migrants had relationships which were much more complicated, fragile, and often quite violent. So we really wanted to look at a queer relationship with belonging as to when one doesn't belong here nor there, and how does that impact one's experience of loneliness, invisibility, and even the possibility of starting newer kinds of organizations solely for queer Muslim migrants. And finally, we really wanted to work on this project because we wanted to see the experience of queer Muslim migrants in Turkey, especially before they moved on to their asylum nations in the West, since a lot of them actually lost their lives in Turkey because they did not have access to proper healthcare, education, and employment services there by virtue of them being queer. So now I would like to talk about the argument of the project. Next slide, please. And as you can see on the right-hand side, it's quite a long project and we are very short on time. So we have chosen two themes that Gabriela and Jehangir will talk to all of you about. So first of all, Gabriela will critically assess the concept of integration by looking at how it is defined in the contexts of academy, policy, and popular culture. And then she will talk about how this, looking at
at the definition of the concept can help us to defy the concept by looking at its internal contradictions and blind spots. And more importantly, we can actually see, for example, how integration as a concept prioritizes certain kinds of identities and issues over others, right? So integration is a concept that prioritizes the migrant part of a queer Muslim migrant that they would like to integrate through certain strategies more than others. So the economic integration becomes much more relevant in policy discourses than really, let's say, something like sexual integration or looking at how lonely or how invisible the queer Muslim migrants feel. Speaking of experiences, after this, Jahangir will talk about what and how we can learn from the experiences of queer Muslim migrants. He will talk about 3 experiences that we saw repeated time and again in the 150 narratives of queer Muslim migrants that we collected through our secondary research, which are loneliness, invisibility, and refusal. And these 3 experiences complicate the idea of a successful integration. And we believe that that complication is important because then we can actually start thinking of integration, not simply as a problem that has to be solved, but as a multiplicity of possibilities. We actually concluded our original project by talking about a set of scholarship on these 3 experiences that can help policymakers to think of integration in a much more open-ended way. We don't have the time to talk about that today, but we would love to answer any questions on that if there is any Q&A on that. So with that, over to Gabriella. Hello, everyone. I'm Gabriella, and today I'll be presenting a critical view on how the concept of integration has been used so far. As we can learn from integration studies, integration is a varied term used in very different contexts with very different meanings. While being a disputable category is not necessarily a problem, using it in an uncritical way can be. This is because, as we know, words and categories have real impact on real people's lives. This is why we decided not only to define integration as it has been used in scholarship and policymaking, but also to defy these definitions via the use of queer Muslim migrant stories. In literature, integration comes in as a more middle ground concept to talk about the arrival of migrants in host communities, as opposed to other concepts such as assimilation or acculturation. For a great part of this scholarship, integration would mean a two-way process where both migrants and the host community would accommodate and adapt to each other. These frameworks would generally be based on how much people are integrated into their host communities, assessing their more or less integration via measurements based on several key points, such as political rights, cultural exchanges, education, work, community connections, and so forth. However, as we're going to try to point out here, looking at integration from this standpoint is highly problematic. Firstly, because it's by determining these key points in a scale that we will be able to tell whether someone has been successfully integrated or not. However, this brings up several questions like, when can someone be declared fully integrated? I mean, when does the measuring ruler of integration stops? Will migrants ever be fully integrated into their host communities? And who can even be considered fully integrated into a society? And it's by asking these questions that we realize that integration studies end up enacting the very problem that they are trying to solve. Essentially because it turns the difference between those who should be integrated and those for whom integration is not a problem at all into the most important difference to be talked about. The problem with integration is that it assumes as a starting point the very dichotomy between migrant and non-migrant, between migrant and host community, assuming a duality that puts migrants as problems that should be solved by integration itself. In that sense, the problems within the host society becomes of less importance than the problems of the difference between migrants and non-migrants. Integration studies fails to recognize that migrants are already within the society and that their problems are also problems of that society. This can become a huge problem, especially when speaking about queer Muslim migrants' lives and stories. Therefore, the premise of integration studies, even in its most progressive frameworks, is a presumed dichotomy between migrants versus host society, of us versus others, non-white versus whites, Western, non-Western. The dichotomies that necessarily categorize specific groups of migrants as the usual suspects. They're ethnicized and racialized, and that are, therefore, others and outsiders that do not belong and become a problem for integration to solve. That is why integration studies are not interested in a white English expatriate living in France, to whom integration is not a problem at all, but with the specific ethnic and racial groups that are specifically problematic against the dominant frameworks of society.
integration policies, frameworks, and literature come in as possible solutions to that problem by making migrants integrate, or we could maybe say conform. In this sense, the integration concept reproduces dynamics of power technologies of control of migrants, power dynamics that are based on nation states' control apparatus that institutionalize these dichotomies between migrants and non-migrants, and reifies certain ways of belonging. To sum up, integration as a concept still reproduces a normative dominant framework in which outsiders, others, must conform, and through which they are, once again, racialized, marginalized, and subjugated. All that said, what we are proposing here as a possible alternative is what we call queering integration, where, via marginal knowledges, we could think of the concept of integration not based on the dichotomies and conformances put forth by dominant frameworks, but as a concept that could mean non-conformance and multiplicity, that could comprehend the lives of migrants, not as if being a migrant was the most important part of people's lives, but where the movement of people between countries would not be considered a problem to solve, but a world of possible encounters. And with that, I'll pass to Jehangir, who will talk about queer Muslim migrant stories and experience that could maybe help us do that. Jehangir. Hello, everyone. I'm Jehangir, and I will be talking about our position as researchers and our main findings. To start with, in 2019, I was living in Istanbul, and I was volunteering in several local LGBTIQ+ NGOs, and some of them providing free services to queer migrants. However, the queer community in Turkey was not very open to accommodate queer migrants. The dichotomy between local and migrant was strengthened by the hierarchical relationship between the service provider locals and vulnerable migrants. Therefore, we realized that the voices of queer migrants were not listened to either by heterosexual community or or homonormative LGBTIQ+ community. In our research, our main motivation was listening to queer migrants and learning from their experience rather than theorizing about it. In our research, we mostly depend on secondary data. However, finding secondary data was very challenging because when we started searching for academic resources, we realized that there were only a few ethnographic pieces working on our research question. And we decided to look at artistic works as well, as they provided worthwhile data about our research question. While we were searching for narratives, we realized that in the mainstream media, the representation of queer migrants stayed limited with the war photos that shows the vulnerability of Eastern queers against homophobic Muslim groups. So in the sense, the mainstream narratives were strengthening the discourse of saving Muslim queers from Muslim heteropatriarchy. In our research, we try to be sure that we do not perpetuate the mainstream representation that reduced the experience of migrants to sadness, vulnerability, and constant pain. We thought that seeing the joy, resistance, and self-fulfillment was very, very important to focus on these narratives. In the narratives that we collected, we saw three themes repeated over and over. And we thought that these three themes gave us a perspective that the mainstream discourse of integration cannot be able to articulate. Due to time limits here, I will only illustrate one narrative for each theme. The first narrative, the first theme that we encountered over and over was refusal as a tool to produce queer Muslim migrants' own narratives by rejecting the mainstream homonormative ways of representation. For example, the statement of Queer Gazino perfectly illustrates the refusal as a tool to claim self-representation. I quote, "Queer Gazino is an alternative celebration of pride for those who do not align with what Christopher Street Day represent today and who are in dire need of alternatives to the official pride, which fails to address how realities of queer people intersect with the other axis of oppression." Then we question, can a perfect integration allow queer Muslim migrants to refuse to be a part of homonormative practices of the host country, or would it be regarded as a failed integration? The second theme that we encountered in the narratives was the invisibility
as a survival strategy. Unlike coming out and celebrating sexuality narratives, invisibility rejects the hierarchical dichotomy between the being visible and invisible. We realize that being queer does not guarantee acceptance of homonormative LGBTIQ+ people, or being from the same nationality does not guarantee the acceptance of heterosexual migrant community. And therefore, sometimes becoming invisible can be a very important tool for migrants to survive in the countries that they are living. For example, a queer migrant explains why and she feels safer when she wears hijab. I quote, "I do not feel safe in the neighborhood where I live in Istanbul. I go out only during days and by wearing the hijab. I'm a practicing Muslim. Nevertheless, I wear the hijab not only for religious reasons, but for feeling myself secure. The police behave better with me when I'm in the hijab." Then we question, can a migrant become fully integrated if they want to stay invisible? What the discourse of integration tells about the politics of visibility. The last theme that we encountered in the narratives was loneliness experienced in the country of refuge. Actually, sexual and social exclusion reveals themselves in many forms and in many spheres of our lives. In daily encounters, on streets, and even virtual spaces such as queer dating applications. We saw the constant exclusion of queer migrants in those applications with the hashtags no refugee and no migrant used by locals in their profiles. And also the loneliness as a notion was vocalized by queer migrants in their narratives as well. I quote, "Cuddling a cushion on his bed, Mojtaba explains that he feels lonely in Turkey, where he was claiming asylum in a Turk country. Mojtaba identifies himself as a gay man and says that this is why he cannot live in Iran, where homosexuality is illegal and theoretically carries the death penalty. Then we question, what is the place of sexuality in the integration discourse? Can someone become fully integrated without being sexually integrated?" Thank you. Now I will give the floor to Paras for the concluding remarks. Thank you so much, Jahangir. Can we move to the last slide, please? Okay, great. So quickly to conclude, as we saw, integration is a hegemonic concept that prioritizes certain identities, certain issues, and certain strategies over others. We are not against prioritization. What we are against is the logic that that prioritization follows. That logic can be racist, homophobic, sexist, and the only way we can critique that logic is when we think of integration, as I said before, and as Gabriela said, not as a problem, but as a possibility of multiple encounters. And one of the ways to do that could be to think of integration not as a policy ideal that you have to achieve every year statistically, but as a cultural practice, which is saturated with the possibility of moral complexity, institutional logics, and the possibility of, as Gabriela said, a multiplicity of encounters between very different people. And one might realize that those people are not that different after all. And one of the ways to do that, again, as Jahangir said, is to listen to what queer Muslim migrants mean by the term integration, how they prioritize different forms of integrations over others. And with that, we would like to conclude our presentation. But before I completely give up the floor, I do want to mention the themes that we couldn't talk about today because of paucity of time, and we are more than willing to answer any questions on them in the Q&A session, which are queerness and religion, conceptual toolkit that I mentioned earlier, queer epistemology, and finally, things that we would do differently today if we were doing this project in 2021. So with that, thank you so much for being such careful listeners. Thank you. Thank you so much, Gabriela, Paras, and Jahangir for this keynote about introducing queering integration, and also for the proposal to define the concept of integration. La suite, je vais vous laisser passer la suite de la soirée en compagnie de Ferdinando Miranda et ses invités et invitées. Ferdinando Miranda est directeur exécutif du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l'Université de Genève. Bonsoir, merci Mathieu. Donc nous allons continuer dans cette, toujours en anglais, français. Mais tout d'abord, voilà, je suis vraiment
voilà, je pense peut-être aussi avec les personnes qui nous suivent, avec tous ces éléments qui nous viennent de nous partager. Je salue notamment le fait que c'est un travail d'étudiants et étudiantes qui a été réalisé. Et dans le cas d'une université, être à l'écoute même de ces sujets émergents, c'est plus qu'important. Et ensuite, il me semble que les narratives ou les narrations des vécus de ces personnes, elles sont plus qu'importantes. Et donc, voilà un peu deux éléments de cette intervention que je trouve plus qu'intéressants. Comme vous l'avez aussi bien compris, ce sera très compliqué traiter la complexité de cette thématique. C'est peut-être une première de multiples sciences à venir, car beaucoup de questions, par ailleurs, restent encore à être croisées. On va essayer de le faire dans la table ronde qu'elle va suivre. Mais tout d'abord et surtout, ce soir, nous souhaitons souligner, faire des focus sur des éléments de ce phénomène qui méritent une attention importante de la part des universités et des autres écoles. D'ailleurs, je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions en espérant d'avoir suffisamment de temps pour les relayer. En effet, des questions restent encore à être traitées, telles que quel type d'accompagnement est-il requis pour donner l'accès aux personnes migrantes et réfugiées LGBTQ+, dans le cas d'une université ou d'une autre école. Les institutions d'accueil sont-elles en mesure d'offrir ces mesures-là? Quelles spécificités doivent être prises en considération pour garantir ce droit à l'éducation, etc. A-t-il de l'aide des pairs? Pour ce faire, nous allons maintenant nous tourner notamment autour de projets qui sont réalisés par l'Université de Genève, tel que le projet InZone, on va en savoir plus, mais donc un projet qui vise à former les réfugiés dans des camps, donc pour leur donner l'accès à l'éducation supérieure, à l'enseignement supérieur. On verra bien qu'est-ce que fait OPA concernant les questions LGBT. On va aussi comprendre un peu plus ce que fait l'association Asile et LGBT. Et aussi, nous allons traiter d'un cas d'une mobilisation internationale, c'est le cas du réfugié Patrick Zaghi, avec des intervenants qui seront nous depuis Bologne. Donc, c'est le moment de vous présenter vite les intervenants de ce soir. Donc, sur le plateau, ici avec moi, depuis la U600, nous avons Natalia Kouya-Sarias de la CIL LGBT Genève, le docteur Jean-Paul O'Keefe, qui c'est du programme InZone. Depuis Bologne avec nous, nous avons la professeure Chiara Elefante, qui c'est vice-rectrice de l'Université de Bologne, ainsi que la professeure Rita Monticelli, qui est elle, coordinatrice du Master Women and Gender Studies, toujours de l'Université de Bologne. En Italie, je suis très fier que l'Italie soit bien représentée ce soir. Commençons ce tour avec Jean-Paul O'Keefe de InZone. Je me tourne vers lui en anglais. Can you speak really short about InZone program, University of Geneva? It's okay. You can start. Okay. Hi, yes, so I work at InZone. InZone is a program here from the university which enables higher education programs in refugee camps. We work in Azraq in Jordan and Kakuma in Kenya. The bulk of my experience comes from Kenya, so I'll kind of talk about that more later. But how it works is we take courses primarily from here in Geneva, and we deliver them in the camp where we have established a learning facility. So we have a physical space with computers, classrooms. It's like a little campus for all intents and purposes. We have a management team of refugees managing that space, and also facilitators on the ground, so people who manage the classroom as such. The students come into the space and then they connect to their course online. And they're also paired with tutors from the university here. So maybe twice a week they have online classes with their tutors who are primarily master's degree students. And they take the students through their course material. The courses are accredited, so pretty much the same as the courses here. So the students study the same topic, they get the same grades, or they get the same credits at the end of the course. So for all intents and purposes, it's a University of Geneva course in a refugee camp with refugee students studying the same as mainstream students here in Geneva. Thank you for this presentation.
John, you decide to share with us one picture because it's a way to understand more the reality of LGBTQ plus refugee in the Kakuma. We ask is a little bit, yeah, I think it's... Okay, right, so this picture, I took it about 2 years ago. It was about December 2019. Sorry, I was in Kakuma with my colleague Jamila Karan, our former colleague, and we were, doing the end of the year exams, overseeing the professors from Geneva who come to the camp to give the final week of the classes and all that kind of administrative thing. So we were just coming out of the UNHCR compound where we stay when we're there, and we noticed all of these people protesting. I mean, for us, it's quite a shock to see people protesting outside the compound. We looked closer and we saw the signs, as you can see. So we got out of our car, and we went over and talked to the people, and it was just heartbreaking to talk to them. And this is something that Jahangir's speech reminded me of, that when he spoke about invisibility as a matter of survival, these people don't even have that luxury. They were really at their wits' end. This was their final straw, begging for protection, begging for help. And I mean, as an educator, it is so hard to see that up close. When we go to the camp, we're in such a privileged position, and we're so protected. We have cars driving us around. We have students who are welcoming us. I mean, Kakuma is not a nice place, but when we go there, we have a wonderful time. We're so welcomed. And then to be confronted with these people protesting and begging for help, begging. It was just, I think it was the hardest thing I've ever personally seen. And they asked me to take a photo and try to publicize this overseas and at the university, because they have no access, or they felt they had no access to protection at that point. A lot of these people have come from Uganda, as Kenya is the only country in Eastern Africa that recognizes sexual identity and gender expression as a ground for asylum. So quite a few of them would have been activists at home, and they're not used to hiding. They've fought so hard to get to where they are that when they're in Kenya, they're like, no, I'm not going to hide. I'm going to be visible. But the case in the camp is really, really, it's really difficult. And access and inclusion for things like education, it's non-existent for people who are outwardly identified as LGBTIQ+. It just doesn't happen. I mean, we try. I mean, we present ourselves as an inclusive education pursuit in the camp, but the reality is no one will want to be visible because it's a matter of survival for them. There are numerous attacks on people. 2 years ago, they organized the first gay pride parade ever in a refugee camp. It was wonderfully celebrated around the world, but the reality is after the Pride Parade, people recognized who they were and attacked them. So, yeah, I can't go on too much, but the reality is people do not identify or do not want to be seen because it's a matter of survival for them, and that has massive implications for us as in terms of access and inclusion in our programs as well. But if we, from this reality, so in the context of higher education, in the context of INZERN, yeah. So how can the university and the community university can give the access to these people to the higher education? Well, I think we have to start from a point of understanding. I think that means really talking to the people, really asking them what they want and what they think we can do. Now, that's not easy to do, because especially in a refugee camp. It's really down to trust, and it's about building relationships, and really it's an investment of time and energy and a commitment, because when I talk to people there, they're so tired of people coming in, researching, and then just leaving and not following through. And I'm sad to say this happens all the time.
So to build trust is really, really key if you want to do something. And I think as academics, we can do that. I think on a more practical level, what programs like InZone can do is try to ensure the physical and mental safety of our students. So I spoke earlier a little bit about our physical compound where the students come to. And unfortunately, we cannot guarantee our students' safety within that space. And I'm not talking about safety or danger from authorities. I'm talking about the danger from other refugees. I mean, it's such a, yeah, it's really not nice for people who are very, very vulnerable. So I think what InZone could do is we could, or University of Geneva, we can invest a little bit more in making sure our students are safe, either physically ensuring that they're safe in the compound, maybe security, additional security, but also psychosocial support is so important for vulnerable refugees. I think we also need to train our staff. Currently, we have our management team and our facilitators, but we don't give them any anti-discrimination training or inclusive education training. So that's something that we can do and quite easily do. So I hope we're going to start doing that quite soon. We also need to train ourselves here. I'm not saying it's just over there, it's here. We have our tutors from the university, and we don't give them any training. We don't inform them that some of their students might be from the LGBTIQA+ community and that they have certain needs and sensitivities, and we don't do this with our lecturers either. And it's something, again, we can do. And I think here we also need to focus on our pedagogy and maybe redesigning what we teach and how we teach it, and think a little bit more about the diversity of our students and really try to understand where we're teaching, who we're teaching, what we're teaching. We can do little things like, I don't know, wear a badge or something like that to show support, or just really show your support to your students. And I think I think we spoke earlier a little bit about the uncomfortableness of these conversations. We have to address those, and I think academics are in a really good place to do that. The final thing I think we can do, and it's a bit risky, is to be stronger advocates for our students. We want to be more inclusive. We want to be more accessible. We have students who are risking their lives to come to our classes in the camps. I mean, risking their lives, I'm serious. It's so dangerous for them. The least we can do is try to advocate for, I don't know, institutional change. I'm talking about at the UN level, at the government level, and even here as well, that we really need to stand up for our students more. Okay. Merci. Je vais switcher en français pour cette continuation. Merci beaucoup, John Paul Keefe d'InZone. En effet, je pense que le fait même, par exemple, d'organiser cette soirée, en tout cas pour l'organisation académique et tous les partenaires de cette soirée, c'est aussi une manière de l'avoir pensé afin de traiter la thématique. On est loin de penser qu'on a les solutions, et même que l'Université de Genève a déjà développé des politiques dans ces programmes inclusifs. Le discours tout à l'heure aussi de Brigitte Mattieri, il montre bien que c'est une histoire qui vient depuis loin, et aussi la partie de l'enseignement, de repenser les enseignements, de repenser la manière comment même nous partageons ce que c'est le savoir. Ça reste aussi là un chantier énorme. Mais merci d'avoir pointé ces différents éléments. Et revenons à un moment donné, tu disais justement de revenir ici, que même ici la situation n'est pas si simple que ça, et d'écouter les besoins directs des personnes concernées. Donc des réfugiés, des migrants en raison de leur orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, etc. Nous le faisons un peu plus de près avec Natalia Kujas-Sarias de l'association Asile LGBT. Vous êtes là assistante socioculturelle, donc vous accompagnez vous-même, vous êtes issu de ces processus de migration. Donc pouvez-vous davantage nous expliquer en quoi consiste l'association LGBT? Alors, l'association LGBT. Oui, Asile LGBT, c'est une association qui fait un travail d'accompagnement pour les personnes réclamant d'asile, les personnes réfugiées aussi, mais
nous commençons aussi à travailler pour les personnes sans statut légal LGBTQ+. L'association a 3 axes importants, intéressants, où nous trouvons des différentes activités. En parlant par exemple du premier axe, nous trouvons le premier accueil. C'est quand les personnes arrivent, c'est l'espace où la personne vient, s'exprime, c'est un espace sûr. Il y a un espace aussi d'accompagnement juridique pour les personnes qui arrivent, qui pour demander l'asile. Nous trouvons aussi le groupe de pairs, que c'est un espace c'est un groupe de parole, c'est un groupe de personnes réclamantes d'asile, réfugiés et des alliés qui prennent la parole dans différents espaces. C'est aussi un espace qui réalise des activités culturelles, des activités sociales, mais c'est aussi un espace où nous trouvons des personnes de différentes nationalités à des différentes problématiques. Et dans cet espace-là, c'est assez intéressant parce que nous parlons de différentes langues. C'est magnifique, il y a la variété de langues, mais nous avons trouvé la façon de nous communiquer. Dans un deuxième axe, cet axe est dirigé à sensibiliser les professionnels qui sont dans le domaine de l'asile, par exemple, mais aussi, en parlant par exemple des personnes qui accompagnent les assistants sociaux à l'hospital général, mais aussi par exemple les traducteurs, traductrices qui font l'accompagnement pour les personnes LGBT dans les différents espaces où les personnes ont des interviews pour demander l'asile. Le troisième axe, c'est dirigé à la communauté ou la population genevoise, mais suisse aussi. Nous réalisons de sensibilisation dans les écoles. Nous réalisons aussi de sensibilisation en face de public pas francophone, en parlant des migrants. Et voilà, c'est un peu le travail que réalise l'association Asile LGBT. Merci. Je reviens notamment au premier axe, donc le fait d'écouter, donc de créer cette communauté et de répondre à leurs besoins. Tout à l'heure aussi, Mathieu Crétron faisait référence à que beaucoup de gens aussi qui siègent aujourd'hui au comité de l'association Asile LGBT ont participé au projet Horizon Académique. Pouvez-vous nous parler d'expérience, en tout cas l'accompagnement ou les besoins que les migrants, réfugiés, LGBT ont ici, aujourd'hui, à Genève, dans le moment qu'ils font des études dans une autre école ou même à l'Université de Genève. Quels sont les besoins les plus... quels sont les éléments qui ressortent le plus? Alors, il y a par exemple la barrière de langue. Je pense que c'est la chose qui est le plus compliquée quand on commence le processus d'intégration en Suisse. Et après ça, on doit penser par exemple que les personnes LGBT viennent et migrent totalement seules. C'est parfois la famille qui persécute ces personnes-là et qu'on arrive toute seule. Et je parle par exemple quand on parle de personnes hétéros qui arrivent avec leurs enfants, c'est plus simple. Vous avez le droit à une aide sociale si vous avez des enfants. Mais pour les personnes LGBT, c'est plus compliqué. Et en parlant, par exemple, aussi des personnes trans, c'est pas facile. Si on parle, par exemple, des personnes qui ont exercé le travail sexuel toute la vie parce qu'ils n'ont pas eu un autre droit et qui arrivent ici et qui ont envie d'étudier, mais qui n'ont pas aucune étude, mais aussi, par exemple, qui sont des personnes âgées et qui pour commencer les études ici, c'est une autre barrière qui vont dire « Ah non, mais vous êtes vraiment âgé, vous ne pouvez pas commencer vos études, on ne va pas payer vos études. » Et voilà, ce sont des limites, des barrières qu'on trouve normalement. En quelle manière vous pensez que l'entraide, donc le fait de s'aider entre personnes qui connaissent bien ses besoins, ou qui vivent pas ses besoins, mais qui vivent ces situations, il est important pour, par exemple, terminer un cursus d'études. De quelle manière, en gros, vous aidez entre vous? Qu'est-ce que l'association elle fait pour créer une communauté d'entraide entre vous?
Alors, je pense que le réseau qui a à Genève, les associations qui ont la possibilité aussi de travailler avec nous, c'est vraiment c'est intéressant, important. Le programme Horizon académique a donné beaucoup d'espoir, mais aussi comme par exemple une nouvelle personne arrive à l'association, il dit « Ah, mais il y a déjà ici des personnes qui font ces études. Ah, mais il y a des personnes à l'université. Ah, je peux le faire. Cette personne-là a pu le faire. Moi, j'ai envie de le faire aussi. » Et ça, c'est une chose qu'on trouve normalement parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans différents pays qui n'ont pas eu la possibilité de faire ces études et qui arrivent dans le groupe de pairs et disent « Ah, c'est vrai, vous êtes en train de faire un master, mais comment ?» Et on dit, ah, il y a le programme Horizon académique, par exemple, qui peut vous aider. Et on commence à travailler avec ces personnes-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé. Et maintenant, nous avons vraiment des résultats magnifiques. Il y a 6 personnes qui sont déjà dans différentes écoles, hautes écoles. Et aussi, il y a 2 personnes à l'Université de Genève. Et donc, ce que je retiens, par exemple, c'est qu'ici, il faut penser une politique là-dessus. Donc, si l'institution, elle doit investir, elle doit le faire aussi en communiquant avec vous, en vous présentant, en créant un dialogue constant, afin que beaucoup de gens puissent connaître la possibilité et vous donner donc cette possibilité. C'est ça un peu un espoir presque que vous aurez? Oui, je pense que mais je pense que la lutte doit continuer. Oui, c'est toujours amélioré, mais l'association anti-LGBT, c'est une association très jeune. Mais je pense qu'il y a un long travail à faire, mais il y a aussi une grande envie de le faire. Il y a des professionnels magnifiques, il y a aussi des personnes, des alliés comme vous, qui vraiment sont dans le domaine politique, qui peuvent changer et pour beaucoup apporter dans ce projet-là. En tout cas, moi, je salue fortement la résilience, la vôtre, celle de toutes les personnes de l'association. Je pense que c'est quelque chose de très important. Maintenant, je me tourne vers Bologne. Je vais encore continuer en français pour après retourner en anglais. Parce que là, nous allons donc traiter du cas de Patrick Zaghi. Bien évidemment, je laisserai les invités mieux n'en parler que moi. Mais pour vous donner un peu le contexte, donc Patrick Zaghi est un Égyptien qui était étudiant à l'Université de Bologne en suivant un master en études de genre, quand en rentrant pour ses vacances de Noël en décembre 2020, a été emprisonné par les autorités égyptiennes. Aujourd'hui, des graves accuses il tombe sur lui, même celle de terrorisme. Il y a multiples raisons possible derrière cet emprisonnement. Un élément aussi factuel à vous partager, c'est que Patrick Zaghi était un chercheur que même avant qu'il fasse ses études à Bologne, déjà en Égypte, il faisait des recherches concernant les questions LGBT. Indépendamment, bien évidemment, des accusations que le gouvernement égyptien fait tomber sur Patrick Zaghi, nous, ce soir, en tant qu'Université de Genève, nous participons à la mobilisation internationale par le biais de Scholars at Risk, qui protège tous chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes, qu'elles subissent des discriminations, voire des formes d'abus d'autorité en raison des études et du savoir qu'elles produisent. Donc bonsoir et merci d'être avec nous à la prorectrice de l'Université de Bologne, vice-rectrice, donc Chiara Elefante. Pourrez-vous nous parler un peu plus déjà du cas de votre étudiant Patrick Zaghi? Oui, bonsoir à tous et à toutes et un grand merci de nous avoir invités ce soir et je suis très contente d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu parce que vous savez, on apprend toujours beaucoup de choses en se confrontant et en voyant un peu ce que les autres universités font dans le monde entier. C'est très utile parce que ça donne toujours des idées, des sollicitations qui sont importantes et qui nous permettent d'avancer dans nos actions. Alors, pour relier un peu l'histoire de Patrick à ce que j'ai entendu, j'aimerais dire que tout ce que l'Université de Bologne a fait et est en train de faire pour faire entendre sa voix, pour faire entendre les voix de toutes les universités, dont celle de Genève qui s'unit aujourd'hui à cette mobilisation internationale,
Et je dirais la chose la plus importante, c'est qu'on a bien compris que les questions de genre, que les études de genre, les questions LGBTQ sont très importantes. Ça implique tout le monde, toutes les universités. Et la réaction que l'Université de Bologne a eue au lendemain de l'emprisonnement de Patrick, qui rentrait juste pour des vacances chez lui, pour passer ses vacances avec sa famille, eh bien, ce que nous avons compris, c'est que personne ne peut se considérer en dehors de la question. Nous sommes tous impliqués et je dirais que la chose la plus importante a été l'implication de toute la communauté de l'Université de Bologne et par ailleurs de la communauté italienne et ensuite de la communauté internationale. Il y a eu au lendemain, je le disais, une réaction très forte de la part de la communauté des étudiantes qui ont demandé tout de suite au recteur et à tous les profs de réagir, de s'impliquer, de connaître tout d'abord l'histoire de Patrick, donc de se renseigner sur son parcours. Et j'aimerais dire, Patrick, il faisait effectivement des études de recherche dans son pays, mais il avait fait avant d'autres études plutôt scientifiques, ce qui nous dit aujourd'hui qu'effectivement, la question des différences, la valorisation des différences concerne tout domaine professionnel, tout domaine scientifique, tout domaine des savoirs humains. Nous avons tout de suite compris qu'effectivement, il fallait s'impliquer et au lendemain de l'emprisonnement, l'université a organisé une marche citoyenne, donc en faisant comprendre déjà à la ville de Bologne, qui est une ville très accueillante. En général, on considère toujours Bologne une ville universitaire qui fait de l'inclusion un principe fondamental. Donc, à cette marche ont participé beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement affaire avec l'université, des citoyens, des citoyennes, le maire de la ville, le président de la région de l'Émilie-Romagne. Et donc, tout de suite, la question est devenue une question commune. Et tout de suite, il y a eu une exigence de compréhension de compréhension de la part de toute la communauté. Les étudiants, la communauté étudiante a eu un rôle fondamental. Les étudiants et les étudiantes ont tout de suite commencé à multiplier les occasions de confrontation, les débats, les rencontres. Ça, il faut le dire, évidemment, nous avons tous été conditionnés par l'émergence sanitaire qui a commencé tout de suite, mais ces débats, ces rencontres ont continué tout au long du confinement, en ligne, évidemment, mais les débats n'ont pas perdu leur intérêt ni la participation de toute la communauté. Une initiative importante a été celle d'ouvrir une adresse d'un courriel électronique consacré à Patrick. Disons, l'adresse, c'est For Patrick. Et là aussi, les messages sont arrivés, continuent d'arriver parce que nous n'avons jamais, évidemment, interrompu cette possibilité pour les gens de dire ce qu'ils pensaient, de dire leur soutien à Patrick, mais également de se confronter. Donc, le message, le courriel est devenu une forme de transmission, une forme d'élargissement de la discussion, mais également de débat, là aussi, parce que les gens ont non seulement manifesté leur soutien, mais également ils se sont confrontés entre eux sur les droits humains, sur les diversités, sur les différences, sur les droits, quand tous les étudiants, les étudiantes d'avoir les mêmes droits. Ensuite, que cet événement, cette mobilisation et ce cas de Patrick Zaghi a fait même communauté autour de ces enjeux de diversité, d'inclusion. Et pour aller dans cette
volet-là, en quelque part. Pourriez-vous nous donner quelques mots sur cette affiche, sur l'image que nous avons utilisée pour l'affiche, parce que cet événement dans lequel il y a eu beaucoup de témoignages, etc., c'était peut-être un moment encore pour faire cette fameuse communauté à laquelle vous ferez référence. Pourriez-vous nous dire quelques mots de cet événement? Oui, bien sûr. Vous avez derrière vous l'image d'un artiste, Gianluca Costantini, qui s'est tout de suite mis à la disposition de l'université pour, à travers ses images, à travers son trait graphique, de nous faire entendre la présence de Patrick parmi nous. Et donc, effectivement, la figure de Patrick est présente, a été présente et l'est encore aujourd'hui dans toutes les bibliothèques de l'Université de Bologne, notamment dans la bibliothèque centrale, celle qui fait vraiment le cœur du rectorat et bien sûr de toute la communauté, parce que c'est une bibliothèque ouverte à toutes les disciplines et à toutes les facultés. Donc, Patrick est là. Il y a sa figure dans des tables de travail et il est à côté des étudiants qui sont là, évidemment, moins présents, moins dans une... Enfin, les bibliothèques ont été pendant longtemps fermées, mais dès qu'elles ont rouvert, les étudiants se sont assis à côté de Patrick. Ils ont commencé vraiment pour faire entendre qu'il était là. Et au moment de, vous savez, chaque année, il y a un moment d'ouverture de l'année académique et cette année et l'année dernière, le recteur a voulu que derrière lui, quand il a prononcé son message à toute la communauté, il a voulu que derrière lui, il y ait Patrick et qu'il soit là, qu'il soit parmi nous et qu'il nous parle. Qu'à travers cette présence, il nous dise non seulement qu'il faut continuer à défendre ses droits, mais également qu'il est là pour nous inviter à penser l'université comme un espace de soutien à la pensée critique. Il ne faut jamais arrêter de discuter, jamais arrêter de penser, jamais arrêter de défendre les droits et de penser à une communauté qui est évidemment composée de 1000 différences, de 1000 communautés différentes et qu'il faut valoriser ces différences au lieu de les discriminer. Il y a eu un événement récemment aussi pour demander, et ça a été un événement plutôt politique parce que nous avons demandé la citoyenneté italienne au président de la République. Vous savez peut-être qu'en ce moment, le Parlement et les Sénats italiens discutent de la possibilité de lui conférer la citoyenneté italienne et cette initiative est partie d'une association, encore une fois, d'étudiants, mais également de l'université et a impliqué beaucoup de maires dans toutes les villes d'Italie qui ont conféré la citoyenneté honoraire de leur ville à Patrick et ce qui a rendu possible également de demander au président de la République la citoyenneté italienne pour lui. Nous espérons que cela ait lieu, et en tout cas dans un pays que par ailleurs il discute en ce moment même au Sénat d'une loi contre l'homophobie. C'est clair que ce type de mobilisation conjointe sont plus que précieuses. Mais permettez-moi en dernière question de vous demander, est-ce que ce cas a été un coup d'accélérateur pour une politique universitaire au sein de l'Université de Bologne concernant les réfugiés, les migrants de manière générale, au-delà même des questions LGBT? Et je vous pose cette question notamment du fait que vous êtes en charge des ressources humaines, donc de faire communauté au sein de votre institution en tant que vice-rectrice. Oui. Moi, je ne dirais pas que ça a été un accélérateur, mais sûrement c'est un événement évidemment très triste. Nous espérons tous que Patrick puisse être libéré au plus tôt parce que la question devient très grave pour ses conditions de santé notamment. Nous avions déjà plusieurs actions, plusieurs projets pour les réfugiés, pour les demandants asile. Nous avons un service de consultation transculturelle qui bénéficie de l'apport
socio-culturelle. Donc, nous avons toujours eu une approche assez interdisciplinaire pour nos actions et pour nos projets, pour les demandants d'asile, pour les réfugiés politiques, pour la communauté LGBTQ. Donc, ça n'a pas accéléré, mais cela nous a donné sûrement la conscience plus profonde qu'auparavant, ça c'est vrai, que toutes ces questions sont fondamentales et qu'il faut absolument multiplier l'énergie, multiplier l'effort pour faire en sorte que ces questions soient vraiment ressenties par toute la communauté et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se dire indifférent à ces questions ou sourd aux nécessités, aux exigences que cela nous pose. Donc, je dirais que nous avons, par exemple, développé dans les années récentes des cours sur la gestion des diversités, mais des cours qui sont qui ne sont pas dédiés à une communauté précise d'étudiants, c'est plutôt des cours transversaux et disons que tout le débat qu'il y a eu autour de la question de Patrick nous a fait sentir que cet effort doit être encore plus transversal et encore plus et que ça doit vraiment arriver dans toutes les réalités, dans toutes les différentes réalités de formation de notre université. Je dirais ça, je dirais qu'effectivement, nous avons eu nous avons pris plus conscience ou une conscience plus profonde de la nécessité de traiter ces questions, non pas comme des problèmes, plutôt comme des occasions de valorisation pour notre communauté, mais qui doivent vraiment être transversales. Mais bravo pour ce travail et continuez ainsi. Un mot qui me semble revenir tout le temps, c'est la transversalité, mais pas comme une mantra, mais vraiment comme quelque chose de laquelle il me semble aussi tous les acteurs, actrices qui ont juste maintenant partagé leur réflexion. Je voulais juste... Oui, dites-moi. J'ai oublié une chose à laquelle je tiens. Avec les réfugiés, avec les demandants d'asile et les migrants, etc., nous faisons un travail qui est, à mon avis, important d'orientation aux études. Nous sommes en train de suivre plusieurs actions, plusieurs projets pour une orientation aux études libres, entre guillemets, des stéréotypes, des bias qui peuvent être le plus souvent inconscients. Et nous le faisons davantage avec les demandants d'asile, avec les réfugiés, avec la communauté LGBTQ, parce que nous pensons qu'une orientation qui soit vraiment, qui puisse vraiment se dire libre des stéréotypes et des bias, soit vraiment une question importante en ce moment. Excellent aussi pour cette initiative et c'est aussi quelque chose qu'elle semble revenir souvent, c'est le fait que l'université peut garantir des passerelles, en tout cas des formes d'accès aux études, sachant que la plupart des gens qui migrent souvent ont déjà acquis plusieurs titres pendant leur vie précédente, en tout cas dans un endroit différent d'où elle se trouve maintenant. So now I switch in English with Rita Monticelli. This is a coordinator of Gender Studies Master at Bologna University. So can you speak more about the type of training that Patrick Zaghi attended during the Gender Master Studies in Bologna? Thank you. Let me think before starting. Let me think Valeria Marino and University of Geneva, all the Center for Sexual Sciences, the Department for Integration of the People and the students before me. And thank you also for your support for Patrick Zaghi, who we consider prisoners of conscience. We are here also to repeat his words from prison. Please do tell everybody that I am in jail because I am a defender of human rights and not for any other invented reasons. And I think this is part of the answer of our question. So I would like to answer by saying that the Master in Bologna centers on literature and cultural studies, and it is placed within the field of the humanities. And this is to me significant in Patrick's case and for LGBTQI+ studies.
Some of the epistemic and material violence against LGBTQ subjects, refugees, and migrants covered by emergency wars in the past and today by the pandemic disaster, I was asking myself, have all of them to do with also academic freedom? Has the imprisonment of Patrick Zaki to do with this repressive trend in the field of the humanities and external homophobic and transphobic discriminations? It is clear that queering the university involves rethinking the role of the university and the role of the intellectual within the political arenas, both teachers and students with no separation together, as a collectivity and a relationship with the world that includes them and us. What is at stake here, queering the university, is whether the university is meant to be engaged intellectually and with significant political and social change, with improvement in the status of minority subjectivities, and with abuses of power and lapses in the construction and perpetration of social order, or rather, if the academy must break down the stereotypes and categories that limit and repress human thought and communication. This vision overcomes the idea of university communities as sites where people are educated either as reformers or revolutionaries according to its engagement with established power or counterpowers. As the public role of the intellectual, and I'm quoting a famous sentence of the 90s, still to me important, of Edward Said, or should the intellectual be the disturber of the status quo, speaking the truth to power? And some young researchers, because of that, are now in danger. As we have seen, many dissident migrant scholars are at risk. Some faculties, especially in the humanities, are disappearing or under attack also in Europe. With academics being restricted in their work, persecuted as opponents of the regimes, or even detained, many academic communities have committed to continue and intensify effort within its organizations to provide protection and prospects for endangered academics from abroad and to actively participate in programs and networks. I'm, for instance, quoting Academy in Exile or Scholars at Risk already quoted. The academia should above all protect human rights as transversal alliance that must cross over nations and state. They should be safe spaces that safeguard diversity and inclusion. I like the word inclusion better than integration in a way. A space where academic debate can proceed freely without fear of personal attacks, violence, harassment, hate speech, and ad hominem attacks. In Italy, gender studies, feminist and queer studies are under attack, not at university, but outside university and high school by some conservative groups and movements that show an homophobic and transphobic attitude. And they consider gender studies as menace against traditional family, heterosexuality, and privileged normativity in general. I hope there will be time to discuss it later on. Just an example, the university also condemns the recent effort of the French Minister of Higher Education to discredit critical queer theories under the definition of Islamo-Gauchism, when she called for a prosecutor investigation into research areas such as post-colonial, decolonial, gender, and critical race and queer studies. So, having said so, we ask ourselves, are Patrick Zakis and Ahmed Samir, the other student arrested in Vienna, in the Central European University doing sociology, two stories that involve the fate of the humanities and LGBTQ studies and engagement? Are they two destinies against academic freedom and activism? I'm now trying to answer the question through the classes that Patrick was and is attending. I want to talk about him in the present. So fostering diversity and gender equity is the first position in our classes against all discriminations, while academic freedom is one of the educational aims of the Master in Gender and Women's Studies he attends,
where the issues related to gender fluidity, LGBTQI theorization, feminist genealogies, we don't want to forget genealogies, and new transfeminism are not connected to single identities nor to single groups, although we recognize their political importance, but they are tools to deconstruct and possibly reconstruct the social orders for everyone. Recognizing diversity is in fact not only an act of justice and participative democracy, but also and above all, it means adding value to the community. The vocation of our master in Bologna is literature, languages and cultural studies between difference and diversity. This is the title, within a post-colonial and inclusive intersectional perspective. Literature and visual art explore queer issues, not only deconstructing social systems, but also envisaging and valuing of diverse subject positions. We study, for instance, science fiction, utopia and dystopia. I mentioned in classes where Patrick was very active in, as tool to envisage LGBTQI+ rights, women's empowerment, and the rights of underrepresented voices. For us, literature is critical thinking and a political space of engagement. Daki is accused of calling for the overthrow of the state, using social media to undermine the social order and public security, inciting violence and terrorist crimes against the state. These accusations are often alleged by the Egyptian prosecution against dissident and people who are against the government. Patrick, as you were saying, conducts research and advocacy on gender issues and human rights and LGBTQI+ rights for the Egyptian Initiative for Personal Rights, a human rights organization based in Cairo. Although being a student and activist in gender and LGBTQ+ studies and rights is not a direct charge, nor it is among his alleged crimes, it is also true that some press in Egypt have underlined this connection, assimilating identity with political engagement, feminist and gender studies, which is again very risky association. So solidarity, our pro-rector was talking about, enacted toward Patrick Daki by the university, is part of that academic freedom and duty, and it is part of the speaking the truth to power. So for us, solidarity is an important political term, as an indispensable tool to envisage new forms of citizenship through a reconsideration of crucial issues such as human rights, gender equality and equity, sustainable development, poverty, global justice, rights of citizenship for migrants and refugees, and LGBTQI community. Professeur Rita Monticelli, j'imagine qu'il ne pouvait pas avoir une conclusion mieux à cette table ronde, à cette discussion de ce soir. Tout d'abord, pour les échos multiples que vous avez donnés à des théoriciennes et des théoriciens qui ont questionné depuis longtemps la complexité, la fameuse transversalité, intersectionnalité, mais surtout, je garde deux mots en tête très forts, cela de la solidarité, cela de l'utopie. L'utopie, pas comme un monde irréel et impossible à réaliser, mais comme un processus de construction d'un monde où l'inclusion, comme vous venez de dire, que vous préférez intégration, soit bien pris en compte, et par ailleurs l'élément de la solidarité en tant que sentiment humain qui peut aussi se développer d'un point de vue politique. Donc merci infiniment pour cette très belle soirée. Je me permets donc encore une fois de remercier les différents intervenants intervenantes, Paras Arora, Gabriela Savoia, Djingar Khan, John-Paul O'Keefe, Natalia Cueas-Sarias, Rita Monticelli et Chiara Elefante. Merci beaucoup à tous
ces intervenants d'avoir été avec nous. Merci aussi aux partenaires qui ont collaboré, tels que Horizon Académique et toute l'équipe. Et permettez en conclusion de ces mots m'adresser à Brigitte Mantillieri, que comme vous avez entendu, après 2 ans à la tête du service égalité et diversité, elle part à la retraite. L'Université de Genève, avec cet événement aussi de ce soir, la remercier pour ses engagements et pour avoir œuvré à cette fameuse intersectionnalité et transversalité. Et par ailleurs, on a été aussi dans son équipe pour un certain moment. Mes remerciements et bon vent par la suite. Une bonne soirée à vous et au revoir.